Imaginez, l'un des plus grands scandales de trafic sexuel pédocriminel impliquant les gens les plus puissants du monde et un nom, un seul, qui revient partout. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein is Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Un homme passe sa vie à bâtir une fortune que personne n'arrive vraiment à expliquer. Officiellement, il gère l'argent de clients milliardaires. Entre deux affaires, il organise le trafic sexuel de jeunes filles vers son île privée dans les Caraïbes et au même moment, il reçoit chez lui président, chef d'État, CEO des plus grandes boîtes de la planète, intellectuels, célébrités, jusqu'au jour où de courageuses victimes de système et des journalistes mettent en lumière toutes ces horreurs. Et après plus d'une incohérence judiciaire, le maître de ce jeu sordide est retrouvé mort dans sa cellule, dans des circonstances on ne peut plus étranges. Les versions semblent floues, les fake news et les théories du complot fleurissent de partout sur Internet. Alors, pour comprendre comment l'affaire Epstein a pu exister, fallait tout reprendre, fait après fait, document après document, depuis le début, avant l'île, avant la fortune, avant que le monde entier finalement ne connaisse son nom. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'affaire Epstein. Do you think you're the devil himself? Les amis, vous les connaissez parce qu'ils m'accompagnent sur beaucoup de mes projets. Cette vidéo, elle est rendue possible grâce au soutien de Odoo. Odoo, c'est un logiciel de gestion tout en un, vraiment utile. Je vous en ai déjà parlé, mais la facturation électronique, elle va devenir obligatoire en France à partir de septembre 2026. C'est là, c'est demain. Et bonne nouvelle, Odoo est une plateforme agréée, donc vous êtes déjà dans les clous avec les nouvelles normes. Avec leur app facturation, en seulement quelques clics, vous créez une facture, vous choisissez votre client, vous ajoutez vos produits ou vos services, vous définissez les modalités de paiement, le prix, etc. Et c'est fait. Le design des factures est totalement personnalisable en fonction de votre charte graphique. Vous pouvez ensuite l'envoyer directement depuis l'app et même rediriger votre client vers un portail où il peut payer en ligne. Ici, avec Odoo, vous pouvez suivre tous les échanges avec vos clients ou votre équipe grâce au chat intégré avec historique. Vous avez une vue claire sur vos paiements et vous pouvez même automatiser le suivi en connectant votre banque. Et tout ça, attention, vous pouvez le faire gratuitement. Comme toujours, la première app Odoo est gratuite à vie avec hébergement et support illimité. Mais si vous suivez bien la chaîne, vous savez que Odoo, c'est bien plus que ça. C'est plus de 45 applications pour gérer toute votre activité sur une seule et même plateforme. À partir de 19,90 € par mois, vous pouvez débloquer toutes les apps. Encore merci à Odoo de soutenir comme ça mes vidéos. Je vous mets le lien en description. Si vous passez par ce lien, ça permet de soutenir la chaîne. Retour à notre histoire. On est en 1953 à Brooklyn. Jeffrey Epstein naît dans une famille juive d'origine modeste. Son père est jardinier municipal à New York et sa mère est assistante maternelle. Les gens qui ont bien côtoyé la famille Epstein parlent d'une famille douce mais humble. C'est pas exactement le meilleur point de départ pour côtoyer l'élite américaine. Un des anciens potes de Jeffrey Epstein dit que c'était un petit garçon un peu nerd, un peu intello, un peu en surpoids, mais toujours souriant. Au lycée, le jeune Jeffrey fait partie du club de maths. Il avait 2 ans d'avance et c'est comme ça qu'il finit l'école en 1969, un peu plus tôt que prévu. Après le lycée, il entre au Cooper Union College. C'est une petite fac qui est connue pour ses cours gratuits parce que vous le savez, aux US, l'université, ça coûte une blinde. Là-bas, il étudie les maths et après 2 ans, il est transféré à NYU, New York University, qui est quand même vachement plus prestigieuse, mais il termine jamais ses études. Jeffrey Epstein n'aura donc aucun diplôme universitaire, c'est un drop-out student comme on dit. Mais bizarrement, en 1974, Jeffrey Epstein décroche quand même un bon poste à 21 ans, celui d'enseignant de maths et de physique dans l'une des écoles privées les plus réputées de Manhattan, la Dalton School. À la Dalton, il y a des enfants de banquiers, d'avocats, de politiques, de patrons de presse, bref, c'est vraiment l'élite new-yorkaise dans toute sa splendeur. On raconte que Jeffrey Epstein a déjà bien changé de l'ado un peu nerdy qu'il était, puisqu'on dit qu'il se promenait dans les couloirs avec un accoutrement un peu différent des autres profs, un grand manteau en fourrure, des chaînes en or et une chemise ouverte, un style qui va le rendre immédiatement populaire chez les ados de la Dalton. En 1976, au détour d'un événement dans une galerie d'art, Epstein croise un certain Allen Greenberg. Allen Greenberg, c'est le père d'un de ses élèves, mais c'est surtout un des grands patrons de la Bear Stearns, l'une des banques d'investissement les plus puissantes de Wall Street. Greenberg, leur père, il voit en lui quelqu'un d'intelligent, de charmant, capable de s'adapter à n'importe quel environnement. Greenberg est issu de la classe moyenne et il aime embaucher ce qu'il appelle des PhD degrees, comme il dit. PhD, c'est pour Smart, Desperate to be Rich. Pauvre, intelligent et désespéré de devenir riche. Rappelez-vous, Jeffrey Epstein, il n'a pas de diplôme, il a 0 expérience en finance et surtout, il n'est pas banquier, mais enseignant.
Toujours est-il que, va savoir comment, en 1976, à 23 ans, il parvient à rejoindre cette banque d'investissement. Et comme ça, il devient rapidement le petit protégé du chef, et aussi très proche de sa fille avec qui il va sortir quelque temps. En moins de 6 ans, Jeffrey Epstein passe de commis à associé. Sauf que normalement, tu rentres pas dans une banque d'investissement pareille quand t'as pas de diplôme. Bah justement, un jour, la Bear Stearns découvre que Epstein a menti sur son CV. Il a inventé des diplômes dans 2 universités californiennes qu'il n'a jamais faites. Son manager le convoque et, truc surprenant, Epstein ne se défend pas. En fait, il assume. Jeffrey Epstein va lui répondre que c'était la seule façon pour un type comme lui d'avoir l'opportunité de prouver sa valeur dans une entreprise aussi prestigieuse auquel il aurait jamais eu accès. Et ça marche. Son manager se laisse convaincre et décide de lui donner une seconde chance. Bon, Epstein finit quand même par claquer la porte de la Bear Stearns après avoir été pris la main dans le sac. Il avait fait passer $10 000 de cadeaux offerts à une copine en note de frais et il a prêté 15 000 balles à un ami sans autorisation. Mais cette fin de job, il s'en remet vite parce qu'il part avec quelque chose que l'argent ne peut pas acheter directement, un carnet d'adresses bien rempli et une fine connaissance des stratégies d'évasion fiscale. Et vous allez voir, c'est ce qu'il aura de plus précieux. C'est comme ça qu'à 29 ans, il crée sa propre structure de gestion de fortune. On est en 1982 et G. Epstein & Co. est né. Et en matière de gestion de fortune, il fait sa fine bouche puisqu'il ne prend qu'un seul type de client, les milliardaires. Sauf que personne n'a jamais vraiment su exactement ce qu'il faisait, même aujourd'hui après toutes les enquêtes judiciaires et tout, ses activités financières restent assez floues, très opaque. En tout cas, à partir de ce moment-là, son lifestyle change drastiquement. Tel un mania des affaires, Epstein parcourt le monde à bord d'un jet privé et acquiert d'immenses propriétés. Ce qu'on sait pour sûr, c'est qu'en 1996, Epstein rebaptise sa société Financial Trust Company et déplace sa société aux îles Vierges américaines, un paradis fiscal sous pavillon américain. Au fil des années, l'archipel devient la base de son réseau de sociétés et d'une grande partie de sa fortune. Mais alors, d'où vient tout ce fric ? Parce que Epstein avait beaucoup d'argent. Ce qu'on peut dire avec pas mal de certitude, c'est qu'une partie provient d'arnaques financières, mais tout semble surtout tourner autour du même nom, un seul nom, Leslie Wexner. Leslie Wexner, ce nom il vous dit peut-être rien, mais c'est l'un des plus grands retailers de l'histoire américaine. Après avoir ouvert son propre magasin de vêtements dans l'Ohio dans les années 60, Wexner développe sa marque The Limited, au point d'avoir plus de 100 magasins en à peine 10 ans. À partir des années 80, Leslie Wexner se met à racheter d'autres marques, parmi elles une marque de lingerie en difficulté, achetée pour seulement $1 million, son nom, Victoria's Secret. Wexner va redresser Victoria's Secret d'une main de maître, si bien qu'en 1992, la marque atteint $1 milliard de valorisation. Son acquisition de marque, elle s'arrête pas là, puisqu'il continue d'acheter encore et encore des entreprises, dont une que vous devriez connaître aussi, Abercrombie & Fitch. Leslie Wexner, il est donc à la tête de cet empire textile et il a besoin de personnes pour gérer sa fortune et surtout payer le moins d'impôts possible. C'est comme ça qu'il va demander les services de Jeffrey Epstein. Mais Wexner, il lui confie pas juste un portefeuille à gérer. Il lui accorde en 1991 quelque chose d'extrêmement rare dans le monde de la finance et des affaires, une procuration totale. Ça veut dire que Epstein, il peut signer des chèques, il peut effectuer des transactions, il peut déplacer des millions sans demander l'avis de personne, pas même celui de Wexner. Faut se poser 2 minutes pour comprendre ce que ça représente. Un homme que vous connaissez depuis très peu de temps, qui a un passé hyper flou, nébuleux même, et vous lui donnez les clés de votre fortune. Pourquoi ? Et encore une fois, on n'a pas vraiment de réponse claire. Ce qu'on sait, c'est que la relation entre les deux hommes reste mystérieuse. Bon, et puis ce qu'on sait aussi, c'est comment la relation se termine. Vers 2007, Wexner rompt avec Epstein. La raison, il explique avoir découvert que ce dernier a détourné une partie de son argent, des millions, en volée. As I look back at it, I was conned by the world Olympic all-time con artist. And you look at, I read in the news all the people he knew, royalty, kings, princes, and all that. An incredible con artist. Le plus grand arnaqueur de tous les temps. C'est donc comme ça qu'Epstein est décrit par son ancien client. Et le plus troublant, c'est que Wexner est un homme d'affaires aguerri, c'est pas un naïf, c'est pas quelqu'un qu'on roule facilement. Et pourtant, Epstein l'a eu. Parce que peut-être que c'est ça, au fond, le vrai talent d'Epstein. C'est pas la finance, c'est pas les arnaques. Son vrai talent, c'est de savoir lire les gens, savoir exactement quoi leur offrir pour qu'ils lui fassent confiance, savoir comment les manipuler, savoir comment les contraindre.
Avec tout cet argent, Jeffrey Epstein, il s'achète plusieurs résidences. Un appartement à Manhattan, un domaine à Palm Beach en Floride, le Zorro Ranch, ça c'est un vaste territoire dans le désert du Nouveau-Mexique, ou encore un bien dans la très prestigieuse et très chic avenue Foch à Paris. C'est dans certaines de ces propriétés qu'il va commencer à abuser de jeunes filles et de jeunes femmes et mettre en place un système pour arriver à ses fins. Le profil des victimes est globalement toujours le même. C'est des ados issus de milieux défavorisés et donc en situation de vulnérabilité économique. La méthode, elle aussi, est souvent la même. On leur propose de l'argent en échange d'un simple massage. Mais une fois recrutées, elles sont prises au piège. Epstein n'attend pas seulement des massages, il veut plus et l'obtient par la force et la contrainte. Ces jeunes femmes et ces ados, elles se retrouvent alors sous l'emprise d'un homme qui cherche à tout contrôler. Et le plus sordide peut-être dans cette affaire, c'est que certaines de ces jeunes femmes vont par la suite elles-mêmes être utilisées pour en recruter d'autres. Si vous voulez, le réseau se nourrit de lui-même. Et au centre de ce réseau Epstein, il y a quelqu'un dont je vous ai pas encore parlé. Une femme qui s'appelle Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, c'est pas n'importe qui. C'est l'anti-Epstein. Lui, il vient d'un milieu modeste. Elle, c'est la fille de Robert Maxwell, un milliardaire britannique connu pour être un des patrons de presse les plus puissants du monde. Un homme au passé trouble et dont la mort sur un yacht au large des Canaries en 1991 n'a jamais vraiment été élucidée. Ghislaine Maxwell, elle va rencontrer Jeffrey Epstein juste après la mort de son père qui lui laisse que des dettes. Elle devient alors la compagne d'Epstein, puis sa collaboratrice. Et pour la justice américaine, elle est surtout une pièce centrale du système Epstein. Concrètement, son rôle, c'est de mettre les victimes en confiance, déjà parce que c'est une femme, et puis parce qu'elle est élégante, elle est cultivée. Elle sait exactement comment parler à une ado d'un milieu modeste pour qu'elle baisse sa garde. Elle repère les profils vulnérables, et elle normalise progressivement ce qui ne devrait pas l'être. Et en fait, de par sa naissance et son carnet d'adresses, elle permet aussi à Epstein de gagner en respectabilité. En fait, c'est vraiment à partir de ce moment-là, les années 90, que ce dernier va commencer à côtoyer l'élite mondiale, notamment grâce aux nombreux contacts de Maxwell. La première victime à avoir lancé l'alerte, c'est Maria Farmer. Quand cette artiste peintre rencontre Jeffrey Epstein en 1995, elle a 25 ans. Epstein lui propose de l'aider à faire décoller sa carrière. 3 ans plus tard, elle raconte qu'il a surtout essayé de l'agresser sexuellement avec la complicité de Ghislaine Maxwell. Maria Farmer parvient à prendre la fuite et apprend que le millionnaire aurait eu un comportement similaire avec sa sœur de 16 ans. Maria, elle trouve le courage de témoigner aux autorités ce qu'elles ont subi. Une plainte qui aurait pu mettre fin très tôt aux activités criminelles de Jeffrey Epstein. Sauf que cette plainte, les forces de l'ordre ne vont tout simplement pas y donner suite. Alors Epstein va continuer ce trafic sexuel sordide et un endroit plus que tous les autres va devenir le symbole de toute cette affaire, Little St. James. Little St. James, c'est une île privée de 28 hectares dans les îles Vierges américaines, suspectée de servir de lieu d'exploitation sexuelle pour ces jeunes femmes. Epstein l'achète en 1998 et il y fait construire une résidence principale, des bungalows pour les invités, et au centre, un temple de style méditerranéen plutôt mystérieux. Depuis que toute cette affaire a éclaté, l'île est surtout devenue un lieu d'urbex pour youtubeurs en manque de sensations fortes. Si ça vous intéresse, il y a plein de youtubeurs qui sont partis filmer ces bâtiments à l'abandon. This is the temple where crazy stuff went down. Look at this. Look at this. Blocked off by steel. Blocked off by wood. God, if you're alive, protect me. Alors, j'aurais pu y aller aussi. Il se trouve que je préfère faire d'autres sujets en reportage terrain. Ce qui me permet de vous dire que j'ai sorti récemment un vlog documentaire sur ma chaîne où je me suis rendu en Cisjordanie, en Palestine occupée donc, pour filmer la vie des jeunes Palestiniens et des jeunes Israéliens là-bas, sur place. Et puisque c'est instant promo, si vous découvrez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. C'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Bon, et puisqu'on parle de Little St. James, il faut que je vous parle d'une des hypothèses les plus troublantes sur toute cette affaire Epstein. Certaines de ces propriétés dans lesquelles il invite des personnalités très célèbres sont équipées d'un système de vidéosurveillance dissimulé. Et ça a de quoi alimenter une question qui revient sans cesse. Et si Epstein enregistrait certains de ses invités à leur insu pour les compromettre? Bon, il faut rester très prudent quand même sur ce point parce que malgré les soupçons, aucune enquête n'a permis d'établir que Jeffrey Epstein dirigeait une vaste opération de chantage à la sextape visant les élites politiques ou économiques mondiales. Les preuves manquent pour l'instant pour l'affirmer. Une chose, en revanche, est absolument certaine. Au fil des années, le carnet d'adresses de Jeffrey Epstein devient impressionnant. Et parmi cette élite, 2 noms que personne n'attendait, et pour cause, ils ont été ou ils sont présidents
des États-Unis. Le premier s'appelle Donald Trump. À l'époque, c'est encore un magnat de l'immobilier à New York. On le voit, filmé dans des fêtes avec Epstein. En 2002, Trump y déclare même dans une interview « C'est un plaisir de le fréquenter. On dit même qu'il aime les belles femmes autant que moi. » Et beaucoup sont très jeunes. Le second, c'est pas un républicain, c'est un démocrate, c'est Bill Clinton. Il a même été prouvé que Epstein invite Clinton à plusieurs reprises à bord de son avion privé, un Boeing 727 que les enquêteurs vont rapidement surnommer le Lolita Express. Cet avion, les procureurs fédéraux le suspectent aujourd'hui d'avoir été utilisé pour transporter de très jeunes filles entre les différentes propriétés d'Epstein. Et pendant des années, au milieu de ces jeunes femmes, de ces jeunes filles même, des gens très puissants, comme un ancien président des États-Unis. Parmi toutes les victimes du système Epstein, il y a un nom qui est devenu central dans toute l'affaire, celui de Virginia Giuffre. Virginia, elle a que 16 ans quand elle rencontre Jeffrey Epstein à l'été 2000. Elle travaille alors à Mar-a-Lago, qui est, peut-être vous le connaissez, le club privé de Donald Trump en Floride. Et un jour, alors qu'elle lit un livre sur la massothérapie, il y a une femme qui vient lui parler. Cette femme, c'est Ghislaine Maxwell. Elle lui dit qu'elle connaît quelqu'un de riche, quelqu'un qui pourrait être intéressé par des massages. Et maintenant que vous connaissez le mode opératoire de Jeffrey Epstein, vous pouvez deviner la suite. Une fois arrivée dans la maison d'Epstein, Virginia Giuffre affirme avoir été agressée sexuellement par Epstein avec la complicité de Ghislaine Maxwell. À partir de ce moment-là, le couple va exercer une emprise sur cet ado pendant plusieurs années. Le plus sordide dans tout ça, c'est que Virginia va à son tour devenir recruteuse. Tout ça, ça va durer jusqu'en 2002, année à laquelle elle réussit à fuir le système Epstein et déménage en Australie. I knew the entire time I was with them what I was for them. I was their toy to play with. I'd never meant anything more than a toy to them, and I knew I was replaceable. 7 ans plus tard, Virginia Giuffre décide de se battre et elle engage une procédure judiciaire sous pseudonyme. Elle devient comme ça l'une des principales accusatrices publiques d'Epstein. Virginia accuse également plusieurs personnalités d'avoir profité de ce système et d'avoir abusé d'elle, dont, tenez-vous bien, le prince Andrew, c'est le frère du roi Charles III, le roi actuel du Royaume-Uni. Pour étayer ces accusations, elle publiera même une photo d'elle où on voit le prince Andrew l'enlacer devant Ghislaine Maxwell. Évidemment, cette photo, elle n'arrange pas du tout les affaires de la couronne britannique. You provided a photo of the two of you together. Yes. Your arm was around her waist. Yes. You've seen the photo. I've seen the photograph. How do you explain that? I can't. Because I have absolutely no memory of that photograph ever being taken. Do you recognize yourself in the photo? Yeah, it's pretty difficult not to recognize yourself. Cette image, c'est pas un cas isolé. Il y a d'autres photos dérangeantes qui le montrent en compagnie de très jeunes femmes. Sur un de ces clichés, le prince Andrew est même à 4 pattes au-dessus de l'une d'entre elles. Concernant Jeffrey Epstein, en fait, il faudra attendre 2005 pour que la justice agisse enfin contre lui. Cette année-là, il y a une adolescente de 14 ans qui se confie à ses parents et elle leur raconte qu'elle a subi une agression sexuelle dans la villa d'Epstein à Palm Beach et ils décident de déposer plainte. La police locale ouvre une enquête et en creusant, d'autres témoignages remontent. C'est à ce moment-là que le FBI entre en scène et construit un dossier pendant des mois. Le FBI identifie au moins 35 autres filles qui ont vécu une histoire similaire. Au bout de l'enquête, les procureurs ont entre les mains quelque chose de colossal. Des témoignages, des accusations de trafic sexuel, des preuves suffisantes selon certains procureurs impliqués pour envoyer Epstein en prison pendant très très longtemps. Et là, il y a quelque chose d'incompréhensible qui se passe. En 2008, le procureur fédéral de Floride conclut un accord avec les avocats d'Epstein. Ce procureur, il s'appelle Alexander Acosta. L'accord est simple et dévastateur. Au lieu d'un procès fédéral avec toutes les charges construites par le FBI, Epstein plaide coupable pour avoir sollicité les services de prostituées. Résultat, 18 mois de prison seulement dans une prison du comté de Palm Beach, une prison locale qu'il pouvait quitter 6 jours sur 7 pour se rendre dans ses bureaux. Jeffrey Epstein fera seulement 13 mois de prison, soit 5 de moins que prévu. 13 mois. Alors que le FBI avait tout documenté pendant 2 ans. Mais accrochez-vous parce que c'est pas le pire. Quand cet accord sera rendu public des années plus tard, il y a une clause précise qui va provoquer un scandale absolu. L'accord de plaider coupable pour des prostituées, il protégeait pas seulement Epstein, il protégeait aussi ses éventuels complices de toute poursuite fédérale future. En clair, tous ceux qui auraient pu participer au crime d'Epstein sont potentiellement
hors d'affaire. Et dernière chose, les victimes, ces dizaines de femmes que le FBI avait identifiées, interviewées, documentées, n'ont pas été informées de cet accord avant sa signature. Ce qui constitue au passage une violation directe de la loi américaine sur les droits des victimes. Et ça, un juge fédéral le confirmera formellement des années plus tard. À ce stade, on se demande tous un truc. Comment est-ce que c'est possible? La réponse complète, on la connaît pas. Ce qu'on sait, c'est que Jeffrey Epstein, il avait engagé certains des avocats les plus puissants des États-Unis. Parmi eux, un certain Alan Dershowitz, un homme qui a l'habitude de ce genre d'affaires, puisqu'il a défendu par le passé des personnalités controversées comme O.J. Simpson ou Donald Trump. Alan Dershowitz, qui est par ailleurs lui-même accusé d'abus sexuels par une victime présumée d'Epstein. Il avait plutôt intérêt que ça fonctionne, cet accord. Epstein repart donc libre après ses 13 mois de prison. Il reprend sa vie mondaine, les mêmes cercles, les mêmes crimes, comme si rien ne s'était passé. L'affaire semble enterrée jusqu'à ce qu'une journaliste décide de ne rien lâcher. Novembre 2018, une journaliste du Miami Herald publie une série d'articles qui va tout faire basculer. Son nom, Julie K. Brown. Pendant des mois, cette journaliste va interviewer plus de 60 victimes et éplucher des milliers de pages de documents judiciaires. Son travail, c'est important de le dire, sera d'ailleurs récompensé par le George Polk Award. L'accord secret de 2008, les victimes non informées, les 13 mois de prison dans une relative liberté, les co-auteurs présumés protégés par le même document. C'est tellement dingue que l'affaire revient immédiatement à la une de tous les médias américains. Late last year, the Miami Herald published an investigative series called Perversion of Justice. The Miami Herald was able to identify nearly 80 girls who were molested by Epstein, dozens more than investigators. Mais les regards se tournent cette fois vers Washington. Parce que le procureur qui avait signé cet accord, Alexander Acosta, est désormais secrétaire au travail dans l'administration Trump. Le Congrès exige des explications et la presse demande des réponses. La pression devient insupportable. Alors, en juillet 2019, Acosta démissionne. Mais c'est pas la seule chose qui se passe ce mois-là. 6 jours avant la démission d'Acosta, Jeffrey Epstein atterrit à l'aéroport de Teterboro, dans le New Jersey, à bord de son jet privé en provenance de Paris. Epstein ne se doute de rien, mais une fois arrivé sur le sol américain, il est immédiatement arrêté par des agents du FBI. Cette fois, les charges sont fédérales. Epstein est accusé de trafic sexuel de mineurs, des charges qui peuvent mener à la prison à perpétuité. Son patrimoine exorbitant de 577 millions de dollars ne suffira pas à négocier avec le juge une liberté sous caution. Trop dangereux, le risque de fuite est évident et surtout, il constitue une menace pour les autres au vu des accusations. Pour la première fois depuis des années, il semble possible qu'on connaisse enfin toute la vérité. Les noms, les faits, les mécanismes, tout le monde pense que c'est sûr, enfin, la justice va être rendue. Puis arrive le 23 juillet 2019. Un gardien fait sa ronde et remarque quelque chose d'anormal. Jeffrey Epstein est inconscient. Là, dans sa cellule, des blessures au cou font penser à une tentative de suicide ou d'automutilation. Alors il est soigné et immédiatement après, il est surtout placé en observation renforcée. Mais 18 jours plus tard, il se passe quelque chose d'inexplicable. Tôt le matin, Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule. La cause serait un suicide par pendaison, à l'aide d'une bande de drap enroulée autour du cou. En tout cas, c'est la conclusion officielle du médecin légiste de New York. Un détail attire rapidement l'attention. La veille, le détenu qui partageait sa cellule a été transféré. Epstein se retrouvait donc seul au moment de sa mort, alors qu'aucun nouveau codétenu ne lui avait été attribué. Une situation qui alimente de nombreuses interrogations sur les conditions de sa détention. Parce que, faut être très clair, ce qui s'est passé pendant la nuit du 9 au 10 août, c'est une accumulation de dysfonctionnements qui, pris ensemble, pose beaucoup de questions. Les caméras de surveillance devant sa cellule, il leur manquerait curieusement 1 minute d'enregistrement selon le média américain CBS News. Les 2 gardiens censés surveiller l'unité, ils n'ont pas fait leur ronde. Le protocole de surveillance renforcé mis en place après le 23 juillet, il n'avait pas été respecté puisque Epstein avait été sorti de l'observation spéciale quelques jours avant sa mort. Et finalement, le médecin légiste engagé par la famille d'Epstein pour assister à l'autopsie a émis des doutes publics sur les conclusions officielles. Il a révélé plusieurs fractures osseuses, dont certaines au niveau du larynx, statistiquement plus fréquentes selon lui dans les cas de strangulation que de pendaison.
Depuis, le frère d'Epstein affirme dans les médias américains à qui veut l'entendre qu'il est certain que son frère a été assassiné. Et je veux être super clair, à ce moment-là de la vidéo, il existe sur Internet des dizaines et des dizaines de théories sur la mort d'Epstein, principalement autour du fait qu'il aurait été assassiné parce qu'il en savait trop sur des gens puissants. Certaines sont de la spéculation, d'autres sont carrément complotistes. Ça veut pas dire qu'à l'avenir, on n'apprendra pas de nouvelles choses et qu'on n'apprendra pas que c'était en fait un assassinat. Mais voilà, pour faire un travail rigoureux, je m'en tiens aux faits qu'on connaît et qui sont assurés, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. D'ailleurs, les deux gardiens de prison ont fait l'objet de poursuites judiciaires pour avoir falsifié les registres de surveillance en ayant fait croire qu'ils avaient bien fait leur ronde le soir de la mort d'Epstein alors que c'était pas le cas. Ils ont ensuite conclu un accord avec la justice. Toujours est-il que Jeffrey Epstein est mort et son procès n'aura jamais lieu. Le 30 janvier 2026, le département de la justice américaine publie quelque chose d'historique. C'était il y a quelques mois. Plus de 3 millions de documents, des mails, des carnets d'adresses, des dépositions, des documents judiciaires. 3 millions de pièces qui permettent de mieux comprendre l'environnement d'Epstein, nom après nom, date après date, trajet après trajet. Les fameux Epstein Files. Donc je vais vous en parler. Mais avant d'aller plus loin, je pense pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est important de rappeler que apparaître dans ces documents, ça signifie pas automatiquement être impliqué dans un crime sexuel. Dans les Epstein Files, vous pouvez regarder, vous retrouverez le nom de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron. Ils sont tous les trois cités plusieurs fois dans ces Epstein Files, alors qu'ils n'ont jamais été en contact avec Epstein. C'est juste que, au cours des mails, soit on parlait d'eux, soit ils apparaissaient dans des coupures de presse, parce que, voilà, il y avait pas mal d'articles de presse aussi dans ces Epstein Files. De toute façon, vous pouvez faire l'exercice vous-même, vous vous en rendrez compte, c'est sur le site du ministère de la Justice américain. On se rend très vite compte que les contextes sont extrêmement variés. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que ça prend une chier de temps pour les journalistes et les enquêteurs qui passent des mois et des mois à analyser tous ces contenus. L'apparition d'un nom sur ce site ne justifie pas une connexion directe avec Epstein. C'est pour ça d'ailleurs que donner accès à tous ces documents au grand public, ça a été pas mal critiqué. Ça peut donner lieu à pas mal d'interprétations. Bon, mais j'ai quand même regardé dans ces Epstein Files et je pense que ça vaut le coup qu'on s'arrête sur les cas les plus célèbres. Bill Clinton, je vous en ai déjà parlé, c'est un ancien président démocrate aux États-Unis. Il a voyagé à 27 reprises dans l'avion privé d'Epstein, mais n'a jamais été formellement accusé d'aucun crime. Il a déclaré d'ailleurs devant une commission d'enquête qu'il n'avait aucune idée de ce que Epstein faisait et qu'il n'a rien vu. Donald Trump, le président actuel des États-Unis, a lui-même déclaré publiquement avoir connu Epstein, mais il nie lui aussi toute implication dans les crimes pour lesquels Epstein a été poursuivi. Son nom, vous vous en doutez, il apparaît des milliers de fois dans les dossiers Epstein, même si, il faut le rappeler, que pour l'instant, il fait l'objet d'aucune poursuite pénale. Il y a d'autres personnalités intéressantes dans ces fichiers, comme le fondateur de Microsoft, le milliardaire Bill Gates. Alors lui, il affirme que malgré sa proximité passée avec le pédocriminel, il a rien fait, rien vu, en tout cas rien d'illicite, mais il reconnaît avoir eu des relations extra-conjugales avec 2 femmes russes. La raison pour laquelle on parle à ce point de cette affaire Epstein, c'est que les conséquences de ça, c'est pas uniquement aux États-Unis. Epstein y voyageait beaucoup, et donc parmi son carnet d'adresses figure, par exemple, l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak. Ils ont entretenu une relation pendant de nombreuses années. Documents, des emails et des relevés de rendez-vous montrent qu'ils se sont rencontrés à de nombreuses reprises et ont fait du business ensemble. Et il y a aussi un volet français. Ça concerne majoritairement un homme, Jean-Luc Brunel, un célèbre agent de mannequin français. Plusieurs victimes l'accusent d'avoir recruté ou fourni des adolescentes pour alimenter le réseau d'Epstein. C'était un ami proche de ce dernier, tellement qu'il apparaît 5000 fois parmi les 3 millions de documents rendus publics. Brunel est finalement lui aussi arrêté à Paris en décembre 2020 et en février 2022, alors qu'il est en instance de jugement, il est retrouvé mort dans sa cellule de la prison de la Santé. Le parquet de Paris conclut au suicide. Une nouvelle mort en prison et un nouveau procès qui n'aura jamais lieu. Alors il y a d'autres noms français qui circulent parmi ces documents. Peut-être que le plus connu, c'est celui de Jack Lang, cet ancien ministre de la Culture socialiste sous François Mitterrand. Son nom apparaît pas seul, puisqu'il apparaît aux côtés de sa fille, Caroline Lang, suspectée d'avoir créé une société offshore avec Jeffrey Epstein et qui apparaît carrément dans le testament du criminel. Ça prouve qu'ils se connaissaient, qu'ils entretenaient une relation. Ça peut pas prouver beaucoup plus, mais ça prouve au moins ça. Plus largement, ces nombreuses relations haut placées d'Epstein alimentent une question. Faisait-il partie d'un réseau secret plus vaste ? Cette hypothèse, elle est alimentée par plusieurs éléments bien réels, le nombre important de victimes, quelques témoignages, les déplacements à l'international et ses nombreuses propriétés. Mais à ce jour, aucune enquête judiciaire n'a démontré l'existence d'un système international de trafic sexuel impliquant les élites mondiales,
contrairement à ce que pourraient affirmer certaines théories qui circulent sur Internet. Maintenant que j'ai dit ça, il y a encore un espoir d'en savoir un peu plus. Ghislaine Maxwell n'est pas morte. Elle a été condamnée en juin 2022 à 20 ans de prison pour trafic sexuel de mineurs et elle s'est dit prête à répondre aux questions du Congrès américain en échange d'une grâce présidentielle. Affaire à suivre donc, le prince Andrew, lui, a évité un procès suite à un accord à l'amiable en 2022. 3 ans plus tard, il est malgré tout déchu de ses titres et en février 2026, il est placé en garde à vue. Jusqu'où ira la justice à son sujet ? Personne ne le sait encore. Voilà, on arrive bientôt à la fin, mais avant de conclure, je dois vous dire quelque chose de brutal, d'un peu triste, mais d'important pour bien mesurer les conséquences de toute cette affaire. Il y a 1 an, en avril 2025, Virginia Giuffre, l'une des premières personnes à avoir sonné l'alerte sur l'affaire Epstein, est décédée. Elle a mis fin à ses jours à 41 ans, ce qui nous montre à quel point les séquelles de ce genre de choses peuvent durer et rester sur des années. Jeffrey Epstein est mort, Ghislaine Maxwell est en prison, Jean-Luc Brunel est mort, Alexander Acosta est devenu secrétaire d'État depuis il a démissionné, et pourtant l'affaire continue. 3 millions de documents publiés en janvier 2026. Des enquêtes toujours ouvertes, des noms qui continuent de circuler, et des victimes qui attendent encore des réponses. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est jusqu'où tout ça ira, jusqu'où ça peut vraiment aller. Et peut-être que c'est ça le plus dérangeant, le fait que la justice, au fond, est pas la même pour tous. Malgré tous les documents, certaines réponses sont peut-être encore enfouies, car 2 autres millions de documents n'ont pas encore été publiés à l'heure où je tourne cette vidéo. Il va donc falloir être patient, laisser le temps de l'analyse. L'affaire Epstein n'est probablement pas terminée. Et je continuerai de la suivre. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner. De manière plus régulière, je fais aussi des vidéos courtes sur Insta, sur TikTok. Allez suivre ça. Et ces vidéos sont aussi disponibles en format podcast sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast et toutes les autres.